Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change également. Et vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine, mais aussi aux actifs financiers traditionnels tokenisés, et c'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Nous ferons un petit peu de pédagogie sur le sujet avec Alexis Bourdillat, fondateur de Ready.fi. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui se demandera quelles sont les stratégies à mettre en place d'ici la fin de l'année face à des résultats d'élections législatives, face à un nouveau gouvernement qui amène un certain nombre d'incertitudes sur le plan fiscal en France et notamment sur les nouvelles mesures qui pourraient être prises d'ici la fin de l'année, mais aussi face à des banques centrales qui ont amorcé leur stratégie de baisse de taux. Que faut-il faire d'ici la fin de l'année en matière de gestion de patrimoine? Nous poserons la question à Amélie Branchu, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Arkea Banque Privée, mais aussi à Benoît Lombard, président de Maison Laplace. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous reviendrons sur la volatilité sur les marchés, notamment l'opportunité que cela peut représenter pour certains produits structurés. Nous en parlerons avec Marc Tempelman, fondateur de Cashbee. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le pont qu'il existe entre la finance traditionnelle et le monde des crypto-actifs ou crypto-monnaies. On va aujourd'hui parler de tokenisation et notamment de tokenisation d'actifs financiers traditionnels. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexis Bourdillat. Bonjour Alexis Bourdillat. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Smart Patrimoine. Vous êtes le fondateur de Ready.fi. Alors un petit mot peut-être pour commencer sur Ready.fi, une jeune entreprise qui s'est fixée pour mission de référencer finalement tous les actifs financiers traditionnels tokenisés. Tout à fait. Alors on est une jeune entreprise, mais le marché est jeune aussi également. L'idée, c'est de centraliser toute l'information disponible sur les actifs tokenisés. D'accord. En fait, on s'aperçoit que les investisseurs peuvent se renseigner uniquement via des articles dans la presse aujourd'hui. Nous, on veut aller chercher des informations détaillées sur ces actifs-là pour leur permettre de réaliser leurs analyses pré-investissement, leur due diligence en fait. Parce que c'est vrai que c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. On voit de plus en plus d'acteurs de la finance traditionnelle ou de jeunes acteurs expliquer qu'ils se lancent dans cette démarche de tokenisation d'actifs traditionnels. Sauf qu'aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que si vous avez créé cette entreprise, c'est que le seul moyen d'avoir accès à cette information, c'était de lire la presse spécialisée, c'est ça? Tout à fait. Après, en fait, quand on lit la presse, chaque jour, peut-être, il y a de nouvelles solutions de tokenisation. Bien sûr. Et l'idée, c'est qu'un investisseur, pour savoir si c'est la meilleure solution qu'il est en train sur laquelle il est en train de découvrir des informations, d'accord, il n'a pas accès à l'ensemble des concurrents, l'ensemble des solutions qui existent sur une classe d'actifs, l'ensemble des solutions qui existent sur une blockchain en particulier. Il n'y a pas moyen de comparer, effectivement. Il n'y a pas moyen de comparer. Donc nous, on recrée cet univers d'investissement dans notre base de données, qui est accessible sur la plateforme Ready.fi, et on peut filtrer l'univers d'investissement. Donc l'investisseur, en fonction de ses critères, il peut trouver les actifs qui correspondraient à son désir, à son souhait d'investissement. Alors, quand on parle de tokenisation d'actifs financiers, effectivement, on en parle de plus en plus, mais concrètement, si on prend un petit peu de recul par rapport au sujet, on parle de quoi? Ça veut dire qu'on amène des actifs traditionnels dans le monde de la blockchain, c'est ça? On utilise la technologie blockchain au service d'actifs financiers traditionnels? Tout à fait. Alors là, il y a déjà plein de mots compliqués, donc on peut on va reprendre encore un petit peu de recul. Tout à fait. Tokenisation, qu'est-ce que ça signifie? En fait, on va repartir de la blockchain, qui a un registre numérique qui utilise la cryptographie. Donc la blockchain, on connaît un peu. Ceux qui ne connaissent pas trop, ils vont connaître grâce au Bitcoin. Bien sûr. Le Bitcoin, c'est un jeton qui s'échange sur la blockchain. Ces jetons-là, aujourd'hui, on peut associer ce qu'on désire, ce qu'on veut à ces jetons. D'accord. Aujourd'hui, du coup, il y a beaucoup d'acteurs financiers qui décident d'associer la représentation d'un actif financier traditionnel à un jeton. D'accord. Et donc ce jeton peut être échangé sur la blockchain. Une obligation, une action, ou alors une part d'obligation ou une part d'action, c'est... Tout à fait. En fait, le jeton, derrière, on va pouvoir faire beaucoup de choses avec une fois qu'il est inscrit sur la blockchain. D'accord. Donc c'est tout l'intérêt de la tokenisation.
c'est d'ouvrir l'investissement sur un actif à tout un écosystème qui permet de faire beaucoup plus de choses que simplement se transférer l'actif. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus lorsqu'on a tokenisé, par exemple, une action, si je reprends cet exemple-là? Alors, l'intérêt pour un investisseur qui possède un actif tokenisé, c'est de pouvoir se connecter à n'importe quelle application sur la blockchain. La blockchain, c'est plein de développeurs qui créent leur propre code informatique qui permettent d'interagir avec ces jetons. Ce qu'on appelle les mineurs. Les mineurs, eux, ils vont valider la sécurité de la blockchain, ils vont s'occuper de la sécurité de la blockchain. Tandis que ce que je décrivais, ce sont les smart contracts. D'accord. Okay. Et donc en fait, par exemple, vous allez parler en fin d'émission des produits structurés. On peut imaginer aujourd'hui un produit structuré, que le paiement du produit structuré soit décrit par du code informatique. D'accord. Et donc que tout soit systématique dans du code informatique. Donc ni l'émetteur ni l'investisseur n'a besoin de faire quoi que ce soit pour recevoir son paiement en fonction du payoff d'un produit structuré. Voilà. Si je caricature, ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quel sous-jacent, enfin on peut tokeniser n'importe quel sous-jacent, on a pris l'exemple d'une action, mais ça peut être n'importe quel autre sous-jacent, et ensuite ça permet de créer des produits financiers au moyen de ce token sur la blockchain, ou en tout cas sur une blockchain, parce qu'il existe plusieurs blockchains. Exactement, il existe plusieurs blockchains. Le choix d'une blockchain par rapport à une autre, ça va dépendre peut-être de l'écosystème dans lequel l'investisseur veut être. D'accord. Des applications qui vont être disponibles sur ces blockchains-là. Aujourd'hui, on référence les actifs sur l'ensemble des blockchains. On est neutre dessus. Et l'idée, en fait, l'intérêt pour l'investisseur, c'est de pouvoir se connecter à ces applications, à d'autres applications. Et donc, par exemple, de mettre son actif financier tokenisé en collatéral pour derrière emprunter et puis réinvestir dans un autre actif financier, en fait. Et ces mécanismes-là sont déjà disponibles, en fait. Le fait d'avoir un actif financier tokenisé sur la blockchain, ça permet d'accéder à la finance décentralisée. Ce type d'application que je viens de décrire, ce sont des applications classiques en finance décentralisée qui restaient dans l'univers crypto-monnaie au début. Bien sûr. Et maintenant qui acceptent des actifs tokenisés comme collatéral, comme... Pourquoi les acteurs de la finance traditionnelle vont vers ce type de mécanisme? On est dans une phase de test, on est dans la recherche d'un nouveau marché, on est dans la recherche de nouvelles manières de construire des produits. Quelle est la démarche derrière? Alors, il y a les deux. L'intérêt pour un émetteur d'actifs, il va se situer d'abord dans un gain de coût et un gain d'infrastructure. D'accord. L'infrastructure doit être... changer, bien sûr, on doit accepter la blockchain, l'accueillir dans son infrastructure, mais ça va permettre d'éliminer pas mal d'intermédiaires et du coup de coûts d'intermédiation. Parce que la blockchain, au début, c'est un registre. Donc toutes les transactions vont être enregistrées sur ce même registre et c'est ce registre qui fait foi. Donc on peut imaginer des rôles comme la tenue de compte, le dépositaire, certains rôles du dépositaire, le transfert adjoint, le centralisateur. Beaucoup de rôles de la chaîne de titres peuvent être remplacés par le simple fait que les transactions soient sécurisées sur la blockchain. C'est le premier intérêt pour un émetteur. Donc il y a beaucoup d'émetteurs de grandes banques, de grands gérants d'actifs qui travaillent sur la blockchain pour l'intégrer à leur infrastructure. Bien sûr. Oui. Et donc, pour l'instant, ils peuvent travailler dessus en interne. Mais certains sortent des produits en externe pour tester des nouveaux moyens de distribution. Et ça, c'est un autre avantage de la blockchain, c'est que la distribution est plus rapide. Il y a un circuit beaucoup plus ouvert qui permet aux investisseurs de souscrire à d'autres produits, des produits qu'ils n'ont pas accès habituellement, directement auprès des émetteurs. Très rapidement, ça veut dire qu'on va voir de plus en plus d'actifs traditionnels tokenisés, selon vous, Alexis Bourdiat? Oui, tout à fait. Si on peut citer des exemples, le plus grand gérant d'actifs américain a tokenisé un fonds monétaire. Aujourd'hui, il y a plus de 500 millions d'euros d'encours sur ce fonds monétaire, sur la blockchain. Et du coup, ça a créé, c'était en mars cette année, ça a créé une petite onde de choc dans le milieu. Donc beaucoup d'émetteurs, beaucoup de gérants d'actifs s'intéressent aujourd'hui aux actifs tokenisés, que ce soit en tant qu'investisseur ou que ce soit en tant qu'émetteur de leurs propres solutions, de leurs propres produits d'investissement. Merci beaucoup, Alexis Bourdiat. Je rappelle que vous êtes fondateur de Ready.fi. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, avec une question qui va nous animer durant cette discussion. Quelle stratégie patrimoniale mettre en place d'ici la fin de l'année Si l'on se pose cette question, c'est pour deux raisons. Première question, face à l'évolution du contexte politique en France, avec le résultat des élections législatives, l'instauration d'un nouveau gouvernement et les questionnements que cela peut amener, notamment sur le plan fiscal, mais aussi face à un contexte économique et notamment de baisse des taux amorcée par la Banque centrale européenne, mais aussi par la Fed aux États-Unis. Quelle incidence sur la gestion de son patrimoine? Une question que nous allons poser à deux experts du sujet. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Amélie Branchu. Bonjour Amélie Branchu. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Arkea Banque Privée. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Benoît Lombard. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour. Vous êtes président de Maison Laplace. On va commencer avec vous, Amélie Branchu, peut-être sur le contexte politique dans un premier temps. Alors la séquence politique a été longue en France. On a suivi effectivement la dissolution de l'Assemblée nationale, le résultat des élections législatives, la formation d'un nouveau gouvernement qui n'a pas totalement éloigné les craintes de changements fiscaux en France d'ici la fin de l'année. On reste dans un contexte un peu flou en matière de fiscalité et de choix à faire. Et pourtant, il faut quand même accepter l'idée que les choses vont peut-être changer et qu'il faut peut-être agir sur son patrimoine ou anticiper des évolutions. Comment est-ce qu'on gère au quotidien? Comment est-ce qu'on fait ses choix juridiques, fiscaux, dans un contexte d'incertitude comme celui-là, Amélie Branchu? Alors aujourd'hui, effectivement, le contexte est totalement flou, puisque autant les années précédentes, on avait une certaine stabilité. Aujourd'hui, on redécouvre, avec les élections législatives du mois de juin, on redécouvre la façon dont fonctionne une loi de finances et quel est l'impact que ça peut avoir dans les stratégies. Donc, ce qui est important, c'est que toutes les opérations que l'on va passer au plan qui vont impacter l'impôt sur le revenu d'ici la fin de l'année, on n'a pas de certitude sur le sort fiscal qui va être engrangé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait rien et qu'on attend d'avoir des certitudes? Non, on se prépare quand même. D'accord. Non, on se prépare quand même. On fait avec ce qu'on connaît aujourd'hui, avec les règles actuelles. D'accord. On fait avec les conseils des clients, experts comptables, avocats, notaires. On se met en ordre de marche. Même si tout le monde est dans le flou, il n'y en a pas certains qui savent plus que d'autres. Non, personne ne sait. On entend beaucoup de choses dans les médias, on lit beaucoup de choses. On a quelques pistes qui sortent à l'heure actuelle. On prépare nos opérations. Si la loi reste telle qu'elle, on passera un maximum d'opérations avant la fin de l'année, puisqu'on le sait très bien que dans le contexte actuel, il y a peu de probabilité que dans le futur, il y ait une baisse fiscale. On va plutôt aller vers un durcissement. Donc si je comprends bien, on prépare tout et on attend de voir ce qui va sortir de cette prochaine loi de finances pour savoir si on passe avant la fin de l'année ou non, c'est ça? Dans quelle mesure on va passer dans la fin de l'année? D'accord, ok. Donc il y a plusieurs volets. Il y a le volet impôt sur le revenu, il y a le volet sur les donations, puisque le volet donation, tant qu'on n'a pas passé les actes, la règle fiscale ne s'applique pas. Par contre, le jour où on a passé la donation, on ne revient pas en arrière sur ce qui a été passé. Contrairement à l'impôt sur le revenu, où le fait générateur est au 31 décembre. Donc effectivement, sur le sujet de donation, on peut continuer quoi qu'il arrive, et limite on peut même inciter à le faire tant qu'on estime que le contexte est plus favorable aujourd'hui que demain, si je comprends bien. C'est exactement ça. Benoît Lombard, on va évoquer peut-être dans un instant aussi le sujet économique, mais d'abord sur cette incertitude politique, est-ce que ça fige des stratégies patrimoniales ou est-ce que ça amène plus de créativité ou plus de patience sur le sujet? Il y a d'abord un aspect pédagogique. On explique aux clients qu'il y a trois blocs. Il y a qui les travaillent. Il y a l'IFI, les droits de mutation des gratuits, on vient d'en parler, et puis l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'était rappelé, c'est au 31 décembre. Et là, on ne connaît pas, à l'instar de chaque année, à quelle sauce fiscale seront mangées les opérations qui ont été engendrées entre le 1er janvier et le 31 décembre. Le seul problème, c'est qu'au mois de juin, il y a une dissolution, et puis on a rabattu les cartes, et on ne sait pas à quelle sauce fiscale on sera mangé. Donc, ce qui suppose d'avoir un certain attentisme avant de voir les pistes qui vont se dessiner. Et d'ici le 31 décembre, à partir du moment où les pistes seront un peu plus éclaircies, nous aurons la faculté de pouvoir générer des opérations avec incidence fiscale au titre de cette année. D'accord. Donc, le projet de loi de finances en discussion, est-ce qu'il va s'appliquer à partir du 1er janvier de l'année prochaine, ou est-ce qu'il va s'appliquer au 31 décembre, donc sur tous les revenus de l'année? Ça, c'est une question qu'on se pose. On attend, on est dans les starting blocks, et les opérations qui devront être naturellement générées cette année. On sait qu'on a une piste sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui a été créée par François Hollande en 2012. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est ce qui sort de l'ordinaire.
Hein, c'est la définition. Ouais, bien sûr. La contribution exceptionnelle, est-ce qu'on elle est calcule parfaitement ordinaire parce qu'elle ne bouge pas depuis 10 ans. C'est génial. Donc, mais on sait qu'elle devrait naturellement un peu augmenter. Ce qui veut donc dire que tous les revenus ou toutes les plus-values qui ont été générées cette année risquent, pour certains contribuables, d'être taxés à un taux supérieur. Et donc, c'est un détournement du taux d'imposition de la flat tax qui est, j'allais dire, au même niveau pour tous, Bien sûr. avec un taux majoré pour ceux qui sont les plus aisés d'entre nous. Et ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, par exemple, décider de distribuer des dividendes et de ne pas les mettre en paiement au titre de cette année. Donc, mais ça, c'est à partir du moment où on aura la certitude que le taux de la contribution exceptionnelle sur les revenus s'appliquera qu'à compter de l'année prochaine. Ce que je ne sais pas, ce que personne ne sait. Donc, on a des grandes oreilles, on a des réseaux, on écoute, et puis on essaie de sortir, on essaie d'anticiper, et puis on essaie de délivrer le meilleur conseil aux clients qui repose sur un point fondamental. Pas de précipitation. Amélie Branchu, est-ce que cette situation est source d'angoisse pour un certain nombre de clients qui appellent en disant bon, je ne sais pas quoi faire, et j'ai l'impression que vous aussi vous restez dans un certain attentisme à l'heure actuelle. Est-ce qu'on ne va pas louper le coche entre guillemets et se retrouver un petit peu trop tard à se rendre compte des décisions gouvernementales? Alors, angoisse, je ne pense pas. À aujourd'hui, les clients recherchent du conseil. Comme on vient de le dire à l'instant, comme le disait Benoît, il y a un grand travail de pédagogie à avoir avec les clients. C'est ce qu'on fait au quotidien chez Arkéa Banque Privée. Mais d'angoisse, non. Par contre, on va précipiter potentiellement les opérations sur la fin d'année. On se prépare. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est sur des stratégies patrimoniales. Donc, on est sur du long terme. Il y a un objectif derrière le client, il ne faut pas l'oublier. On va dire que la règle fiscale, ça va être la cerise sur le gâteau. Mais si on doit sortir des dividendes ou si on doit vendre des parts de sa société d'exploitation, pour le coup, il ne faut pas passer à côté d'une opération de cession uniquement pour des raisons fiscales. Donc c'est tout un contexte qu'il faut apprécier et on ne fait pas une opération uniquement dans un but fiscal. Il y a tout un tas de projets derrière à mettre à respecter. Sur le cas particulier par exemple d'une cession d'entreprise, effectivement on ne la fait pas uniquement pour des raisons fiscales, mais la fiscalité peut être plus ou moins avantageuse selon effectivement les décisions prises au niveau gouvernemental. Là ça remet en cause potentiellement un départ à la retraite de dirigeants, une cession d'actions, une cession d'entreprise? À aujourd'hui non, quand les dates de cession sont fixées et sont fixées déjà depuis un certain temps, les dates de cession restent. D'accord. Donc on organise la transmission dans ces cas-là avec les règles actuelles. Si on a besoin de passer des donations, ça ne nous pose aucun problème puisque le fait générateur c'est toujours de la donation. Donc à aujourd'hui, donc les règles sur cette partie-là d'optimisation, on les connaît. C'est uniquement sur la partie impôt sur le revenu où là on a un doute jusqu'à la fin de l'année et il sera toujours temps de pouvoir essayer d'optimiser et d'amoindrir le coût fiscal en fonction de ce qui se dégagera dans les prochaines discussions et dans les prochaines semaines. Benoît Lombard, si on parle placement et qu'on lit ça également au contexte économique, contexte de baisse de taux ou d'amorçage de baisse de taux des différentes banques centrales, est-ce qu'on change radicalement la manière d'investir qu'on peut avoir depuis un mois et ce jusqu'à la fin de l'année? Je sais que beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine parlent de plus en plus de l'assurance vie luxembourgeoise par exemple pour remettre ça en corrélation avec un contexte politique. Est-ce qu'on change de manière de faire ou on garde une stratégie de long terme comme nous le disait Amélie Branchu? Il y a deux questions. Donc l'assurance vie luxembourgeoise, on en parlera juste après, c'est un véhicule d'investissement. Ce n'est pas l'instrument qui permet effectivement d'investir, mais ça ne parle pas de sous-jacent. On va revenir un peu sur le sous-jacent par rapport à la baisse des taux. Franchement, on le savait qu'il y aurait une baisse des taux. C'est un moment qu'on en parle. Donc cette baisse des taux, elle a même été plus tardive. Et on a toujours dit à nos clients, je rappelle qu'on a mis un peu plus de 10 ans pour passer d'un taux de 3 à 0% sur les emprunts d'État. Et puis en 9 mois, en 2022, on est passé de 0 à 3%. Donc il y a un crack obligataire. Et ce crack obligataire a donné des opportunités en 2023. Et là, on a pu emmagasiner notamment des portefeuilles obligataires. On sait que les obligations étaient délaissées pour le rendement qui n'était pas excellent avant ce crack obligataire. Quand on était à 3%, on a eu quand même des opportunités intéressantes, notamment sur les obligations corporate, qui nous permettaient de cristalliser des taux de rendement sur une durée de 3, 4, 5 ans. Eh bien, on est dans ce contexte-là. Et si jamais... Là, on est encore dans ce contexte-là. On est encore. Alors, c'est moins intéressant qu'au 1er janvier de cette année. D'accord. Donc, c'est évident. Mais néanmoins, on a quand même des taux qui demeurent intéressants parce qu'on sait que la poursuite de la baisse des taux devrait être enclenchée dans les mois à venir et que donc on est encore temps de constituer un portefeuille obligataire qui permet, je répète, de cristalliser le taux sur 3, 4, 5 ans en investment grade ou en high yield. Donc ça, c'est l'intérêt qu'on a encore sur l'obligation. Mais attention, donc à un moment donné, ça s'arrêtera.
Donc selon, bien évidemment, l'évolution des taux en liaison avec des données macroéconomiques, d'inflation notamment. Ça, c'est le premier bloc. Deuxième chose, c'est l'assurance vie luxembourgeoise. Alors ça, c'est une autre question. Oui, donc, effectivement. Mais c'est un sujet qui revient de plus en plus bien quand même, sûr. depuis les législatives. Bien sûr, je rappelle qu'on est dans un contexte de libre circulation des personnes et des capitaux. Il ne s'agit pas d'ouvrir une contrat d'assurance vie émis au Luxembourg pour des raisons fiscales. Il n'y a strictement aucun intérêt. En revanche, il peut y en avoir pour diversifier ses placements et puis aussi pour se protéger de modifications fiscales françaises ou juridiques françaises qui pourraient bloquer l'épargne ou engendrer une taxation qui serait désagréable dans l'hypothèse, bien évidemment, où on aurait une politique fiscale qui n'aurait rien à voir avec celle que veut mettre en place le gouvernement actuel, si vous voyez ce que je veux dire. Okay. Donc, et c'est en ce sens-là que l'assurance vie au Luxembourg peut avoir aussi un peu de sens, mais je rappelle surtout que c'est un outil de diversification, c'est un outil qui permet des émetteurs d'avoir des gestions qui soient au-dépendamment de l'euro. Hein. En France, vous investissez dans un contrat d'assurance vie, vous êtes naturellement en euros, pas au Luxembourg. Vous allez avoir un contrat qui est en dollars, par exemple, et ce qui permet de diversifier ses placements. Donc il y a tout un tas et puis aussi, bien évidemment, c'est un instrument qui permet d'avoir une portabilité au sein de l'Union européenne que n'a pas naturellement le contrat de droit français. Donc on ne fuit pas l'impôt, mais on s'offre un peu plus de souplesse de gestion, effectivement, en allant dans un autre pays européen, si je comprends bien. Autre question, et qui fera le lien avec l'obligataire dont vous nous avez parlé, effectivement, tout à l'heure. J'ai un siège qui descend. Je vous laisse remonter. Voilà, pardon. Autre question, alors, en lien avec l'obligataire, on a beaucoup parlé du fait de cette hausse des taux donc précédente, des opportunités que cela pouvait générer sur les produits structurés, et notamment sur certains produits structurés qui pouvaient proposer du capital garanti. Est-ce qu'avec une amorce de baisse de taux, il faut oublier les produits structurés ou il reste encore des opportunités? Non, pas du tout. Justement, sur les produits structurés, on a une opportunité de pouvoir créer des produits. Je rappelle qu'au sein du groupe, Maison La Place est une entité du groupe Cristal. On a une entité qui s'appelle Zénith Capital et qui, avec des conseils de grande qualité, et notamment pour profiter de cristalliser des taux de rendement qu'on ne pourrait pas avoir demain lorsqu'on aura cette baisse des taux. Et donc, il est possible de créer des produits structurés avec des coupons dont intéressants, 5, 5,5, et une garantie en capital. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Certes, une garantie en capital sur une durée qui est longue, mais qui permet d'anticiper la baisse des taux à venir. Donc, plus que jamais, les produits structurés ont du sens dans le cadre d'une construction d'un patrimoine qui doit faire attention à une évolution des taux qui devrait naturellement descendre. Si je comprends bien, Amélie Branchu, et on finira là-dessus, le contexte économique invite à une certaine urgence en matière de placement et le contexte politique invite à attendre un maximum quand même jusqu'à la fin de l'année. Il faut réussir à gérer les deux. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais les deux se combinent très bien et on a l'habitude de fonctionner de la sorte puisque de toute façon, que ce soit au plan législatif ou sur les marchés, les choses changent régulièrement et il est important d'adapter en permanence ces stratégies, qu'elles soient financières, fiscales ou juridiques. Donc c'est la norme. Merci beaucoup Amélie Branchu, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Arkea Banque Privée. Merci également Benoît Lombard, président de Maison La Place. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et pour finir cette émission dans l'œil de l'expert, nous avons le plaisir de recevoir Marc Tempelman. Bonjour Marc Tempelman. Bonjour. Vous êtes fondateur de Cashbee. Avec vous, on va évoquer ensemble le sujet des produits structurés, en lien peut-être d'ailleurs avec la volatilité qu'on a pu connaître sur les marchés financiers ces derniers mois. Alors c'est vrai que les produits structurés, on en parle beaucoup. On en parle quand il y a des opportunités sur l'obligataire. On en parle quand il y a de la volatilité sur les marchés financiers. Finalement, on a l'impression que les produits structurés, c'est un peu une solution, quel que soit le contexte de marché, si je ne m'abuse, Marc Tempelman. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, je n'irai pas jusque-là, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on pense que l'environnement est particulièrement propice à ce type de produit qui est certes un peu complexe, mais quand on pense d'un côté que les valorisations des actions sont un peu élevées et pourraient un jour corriger, que de l'autre, on a effectivement constaté cette volatilité et qu'enfin, on se rend compte que les taux sont encore, aujourd'hui en tout cas, à des niveaux attractifs, la combinaison des trois facteurs font qu'il est pertinent en tout cas d'en parler et de considérer les produits structurés comme une alternative aux placements plus traditionnels, obligations, actions. Pourquoi, lorsqu'on estime que certaines actions sont à des niveaux de valorisation élevés, passer par un produit structuré est plus intéressant? Alors, le produit structuré, fondamentalement, c'est une obligation émise par une banque qui vise un rendement typiquement relativement attractif par rapport au niveau de taux actuel, mais qui donne en même temps une certaine protection aux détenteurs de cette obligation, à l'investisseur, qui peut être soit totale, soit partielle.
Et donc, pour quelqu'un qui estime que les valorisations boursières sont élevées, le côté protecteur, le côté je suis protégé même à la baisse, est une combinaison qui est plutôt attractive. Ça veut dire que quand on se met effectivement dans l'esprit d'un investisseur, ça veut dire je suis quand même exposé à l'action, mais si j'anticipe que potentiellement il pourrait y avoir une baisse, il y a un mécanisme protecteur qui fait que ça pourrait amortir un peu la baisse jusqu'à une certaine limite quand même sur un produit structuré. Alors, exactement. Donc vous avez des produits structurés qui sont à protection partielle. Je peux parler de Pyrite 3 qui se trouve être un produit qui est actuellement à l'offre, qui d'un côté propose un rendement visé de 15% l'an, mais qui dépend de l'évolution d'un indice qui est l'indice automobile européen. Mais ce rendement vous est dû, à maturité, si cet indice baisse jusqu'à 20%. Pour être clair, l'indice peut baisser jusqu'à 20% à l'échéance, vous toucherez quand même les 15% par an. Mais si ça baisse jusqu'à 21%? Alors, si ça baisse jusqu'à 50%, on vous rembourse quand même le capital. Donc le capital est protégé à une très haute proportion. Et effectivement, si ça baisse de 51% ou plus, on vous rembourse la part qui reste. Donc imaginons que cet indice baisse de 60% sur les 10 ans à venir. Mais dans ce cas-là, vous récupérez 40%. Donc il y a un risque qui est résiduel, mais il y a une protection à la baisse qui vous permet de viser ce rendement plutôt élevé dans un contexte de taux où, le 10 ans, il doit être pas loin de 3%. On vous propose du 15% l'an si cet indice ne baisse pas de plus de 20%. Sur les 10-12 derniers mois, on a aussi beaucoup entendu parler de produits structurés parce qu'une certaine catégorie de produits structurés propose du capital garanti à échéance, en tout cas, en lien notamment avec la performance rendue possible sur la poche obligataire d'un produit structuré. Ça, c'est encore une stratégie aujourd'hui où il faut accepter de s'en défaire progressivement? Merci de soulever le sujet parce qu'effectivement, nous, on rencontre deux classes d'investisseurs. La première, qui est plutôt friand de rendement et qui vise et qui utilise des produits structurés à capital partiellement garanti pour y parvenir. Et de l'autre, une partie de la clientèle qui est très prudente et qui veut uniquement regarder des produits structurés dits à capital garanti. Et comme vous dites, le remboursement du capital in fine à l'échéance est donc garanti par la banque. Pour ces produits-là, on peut espérer aujourd'hui encore des rendements de l'ordre de 6-7%. Aujourd'hui, il se trouve qu'on en a une à l'offre qui s'appelle Onyx 6 qui vise du 6,30. Et vous avez raison aussi de dire que pour parvenir à ce 6,30, le sous-jacent a tendance à être des produits de taux et non pas des produits d'action. Donc dans le cas présent, il s'agit d'un 6,30 qui vous est versé tant que l'OAT à 10 ans reste en dessous de 3,15. Sachant qu'aujourd'hui, il est déjà, il est aujourd'hui aux alentours de 2,96. Et avec un remboursement anticipé, si cette tendance baissière devait se poursuivre, dès que l'OAT 10 ans touche du 2,35, vous allez être remboursé par anticipation en touchant l'intégralité des coupons. Très rapidement, Marc Tempelman, comment est-ce qu'on inclut des produits structurés dans un portefeuille diversifié? Quel pourcentage on y met? Alors, c'est compliqué à répondre avec un pourcentage spécifique, mais on peut se dire que dans un contexte actuel où, encore une fois, on peut se méfier des valorisations boursières, on peut parfaitement inclure 10, 15, 20% de produits structurés dans un portefeuille, sachant que l'approche d'un portefeuille peut s'appliquer aussi au niveau des produits structurés. On peut partir du principe que sur 5, 6, 7 produits structurés qu'on va acheter, il y en a peut-être un ou deux qui ne vont pas tout à fait donner le rendement visé, mais tant que les 4 autres ou les 5 autres le font, au total, vous allez sécuriser un rendement attractif, encore une fois, dans un contexte qui est relativement volatile et géopolitiquement un peu incertain. Merci beaucoup Marc Tempelman, je rappelle que vous êtes le fondateur de Cashbee, merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.